Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Il est 8h30 à Paris et c'est Paris Direct. À la une de l'actualité ce matin, la pression diplomatique sur Moscou. Le G7 condamne l'intervention russe en Crimée et suspend les préparatifs du sommet du G8 en Russie. Washington menace même Moscou de perdre son siège au G8. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. Vladimir Poutine, lui, aurait tout de même accepté une mission de conciliation proposée par Angela Merkel. Et pendant ce temps, la Crimée est désormais sous contrôle opérationnel complet de la Russie. C'est en tout cas ce qu'on dit à Washington. La plupart des sites stratégiques sont en effet encerclés ou occupés par des hommes en armes. Kiev dénonce la déclaration de guerre de la Russie et rappelle les grands de ce monde ont passé beaucoup de temps au téléphone ce week-end et parmi tous ces coups de fil, un seul apporte donc une petite lueur d'espoir pour l'Ukraine. Il s'agit de l'échange entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. Le président russe aurait accepté une mission de conciliation. Seul signe d'apaisement donc alors que le ton monte véritablement de toutes parts ces dernières heures. Axel Simon. Washington opte officiellement pour la ligne dure. Interrogé sur la chaîne NBC, le secrétaire d'État américain ne mâche pas ses mots. Poutine va perdre sur la scène internationale, la Russie va perdre, le peuple russe va perdre. Poutine pourra même ne plus faire partie du G8 si cela continue. La Russie peut se retrouver avec des gels d'avoirs sur ses activités commerciales. Le prix à payer est énorme, les États-Unis restent soudés, la Russie est isolée, elle n'est pas en position de force. John Kerry a annoncé qu'il se rendra dès mardi dans la capitale ukrainienne. Difficile de savoir si toutes ces menaces américaines seront suivies des faits. Pour l'heure, les dirigeants du G7 se sont ralliés à cette ligne, annonçant qu'ils suspendaient les préparatifs en vue du sommet du G8 de l'été prochain à Sotchi. Côté européen, les ministres des Affaires étrangères se réunissent ce lundi à Bruxelles pour une deuxième réunion d'urgence en 10 jours. Mais problème, les 28 sont divisés et les chances de parvenir à une décision commune sont minces. Du coup, les initiatives sont aussi nationales. Angela Merkel a proposé la création d'une mission d'enquête et d'un groupe de contact pour entamer un dialogue politique, une proposition acceptée par Vladimir Poutine. De son côté, l'OTAN réunie d'urgence a condamné fortement l'escalade militaire. L'Alliance Atlantique a appelé au déploiement d'observateurs internationaux et laisse la porte ouverte au dialogue avec Moscou. Nous demandons à la Russie d'honorer l'ensemble de ses obligations internationales, de retirer ses forces sur ses bases et de se garder de toute ingérence ailleurs en Ukraine. L'OTAN reste donc encore sur le terrain politique. Plusieurs de ses pays membres réclament la réunion prochaine du Conseil OTAN-Russie. Voilà donc pour les dernières réactions internationales à ce conflit ukrainien. Armelle Charrier, vous nous avez rejoint, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on a bien entendu les menaces, mais est-ce que les Occidentaux ont vraiment des moyens de pression sur Moscou ? Alors ils ont un moyen de pression qui s'appelle le droit international, parce que dans la mesure où la Russie a signé le mémorandum de Budapest qui reconnaît les frontières de l'Ukraine, dans ces cas-là, elle doit reconnaître qu'une invasion, à partir du moment donné où vous envoyez des armes armées, vous envoyez des militaires, c'est une invasion. Donc dans ces cas-là, il faut partir, ou alors c'est une déclaration de guerre. C'est bien là-dessus que tout le monde joue. Ce qui est à remarquer, c'est que le discours de Barack Obama est un discours offensif. Il s'est saisi du téléphone pour appeler Vladimir Poutine et les mots ont été forts, qu'il a été suivi derrière par les poids lourds de la diplomatie européenne, la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne. Après, évidemment, c'est où sont les faits. Une fois qu'on a dit ces choses-là, comment est-ce qu'on peut faire avancer la machine ? Et c'est certainement ça dont se saisit Vladimir Poutine, qui a bien vu que lorsque Barack Obama parlait de ligne rouge sur la Syrie, eh bien, ma foi, il n'était pas capable de la suivre. Donc de se dire que c'est vrai qu'il y a peu d'intérêt pour l'Europe aujourd'hui de s'occuper de l'Ukraine, peu d'intérêt pour les États-Unis et qu'en revanche, il y a un grand intérêt du côté de la Russie. Donc c'est ce distinguo en fait qui fait certainement que la situation est aujourd'hui là où elle se trouve. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que le front européen n'est pas un front unifié et que, vous savez, Angela Merkel a proposé qu'il y ait là une mission de dialogue sur l'Ukraine avec Vladimir Poutine. Or, c'est la tradition de l'Allemagne d'avoir une politique vis-à-vis de l'Ukraine. Angela Merkel qui avait déjà été très réticente quand il y avait eu l'affaire de la Géorgie en 2008 et qui avait dit ce qui se passe en Géorgie ne se passera pas plus près, et en parlant de l'Ukraine justement. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut voir en place. Maintenant, il y a effectivement une donnée qui est importante, c'est une donnée économique. Si il y a des affects qui peuvent être importants sur l'économie russe, dans ces cas-là, peut-être que ça fera un peu bouger les lignes.
Voilà. Alors, au chapitre des dernières déclarations, j'ajoute celle-ci qui tombe à l'instant. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, annonce qu'il a eu une discussion avec son homologue chinois et que leurs vues coïncident sur la situation en Ukraine. Voilà, alors ça c'est sur le plan diplomatique, hein, c'est intéressant cette dernière déclaration. Il faut voir peut-être effectivement ce qui se dit du côté de Pékin. On va parler peut-être du plan militaire à présent, Armel. Alors pour l'heure, toujours aucun coup de feu n'a été tiré, mais les bruits de bottes sont toujours plus forts. Les gardes-côtes ukrainiens affirment ce matin d'ailleurs que des blindés russes se rassemblent sur la côte russe, juste en face d'une ville de Crimée, la ville de Kerch. Des mouvements de navires seraient également signalés en mer Noire, autour de la ville de Sébastopol. Ce qui est sûr, c'est que le nouveau gouvernement ukrainien ne contrôle plus grand-chose dans la République autonome de Crimée. Écoutez le récit de l'un de nos envoyés spéciaux en Crimée, Johan Baudin, il était sur notre antenne il y a quelques minutes. Je me trouve donc sur la base de Perivelnaya, c'est une base ukrainienne qui est encerclée par des soldats sans insigne, mais qui nous ont dit être russes et qui nous ont dit être là pour défendre les citoyens russes de Crimée. Alors je ne sais pas si vous le voyez à côté de moi, eh bien il y a des miliciens pro-russes qui sont également sur place. Ils sont là pour soutenir cette action de ces soldats qui sont sous la tutelle des autorités locales, qui sont sous la tutelle de Moscou. Ces miliciens clament leur attachement à la Russie, voire leur rattachement de cette région autonome de Crimée à la Russie. Alors la situation sur place dans cette base de Perivelnaya, eh bien on peut dire que le face-à-face qu'il y a eu lieu depuis 24 heures entre soldats ukrainiens et soldats russes se poursuit, mais c'est un face-à-face qui n'est pas vraiment belliqueux, puisque nous avons vu à plusieurs reprises des soldats ukrainiens sortir de cette base, des soldats ukrainiens sans armes. Ils nous disent tout est normal, tout comme ces soldats russes qui sont derrière nous. Ils nous disent tout est normal, tout est calme. Les soldats ukrainiens nous ont également dit qu'il y avait encore un certain nombre de soldats ukrainiens à l'intérieur de cette base. Les Russes vont-ils devoir prendre d'assaut cette base ukrainienne? Rien n'est moins sûr. Alors, on se retrouve à Armel Charrier juste après donc, cette intervention de notre envoyé spécial en Crimée, Johan Baudin. Je voudrais qu'on parle peut-être de la population de Crimée. Est-ce qu'on sait exactement ce que pensent les habitants de cette province, de ce qui est en train de se dérouler chez eux ? Alors, il ne faut certainement pas faire une caricature en fait de la Crimée et rappeler toujours la mosaïque dont est faite cette population. Qu'il y ait une volonté de rattachement à la Russie, c'est certainement indéniable parce qu'il y a une large majorité de personnes qui sont russes, de toute manière, en Crimée, même pas russophones, mais russes. Mais le problème, c'est que d'une part, la Crimée est une république autonome avec un parlement qui vote un budget. Donc c'est déjà une région tout à fait à part dans l'Ukraine, avec des accords qui vont jusqu'en 2042 avec la Russie. Donc qu'est-ce qu'on voudrait de plus, pourrait-on dire de cette manière-là? D'autre part, il y a quand même la différence qu'il faut faire entre une population qui manifeste et une population qui certainement aujourd'hui n'ose pas s'afficher, mais n'en pense pas moins. Une chose qui est importante, c'est que vous savez qu'il y a plusieurs églises en Ukraine. L'église autocéphale d'Ukraine a déjà fait savoir qu'elle n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passait en Crimée. Et puis, le dernier enjeu de taille qui subsiste, c'est que s'il vient à y avoir une annexion de la Crimée, qu'est-ce que l'on fait des Tatars? Les 12% de cette population, qui est une population qui a déjà été déportée sous Staline, vous savez, qui avait peu apprécié leur comportement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a déjà vécu des difficultés. Si demain ils se rebellent et que du coup les Russes viennent à les stigmatiser, comment vont réagir les autres peuples du Caucase? Et le Caucase, c'est bien ce qui fait peur à Vladimir Poutine. Comment peuvent réagir des Tchétchènes s'ils voient un jour des soldats russes en train de tirer sur des Tatars? Ça, c'est une vraie question qui certainement va se poser en Crimée. Merci Armel Charrier, merci pour cette analyse. Donc voilà ce que pense la population ukrainienne. Sachez également qu'en Russie, cette intervention en Crimée a provoqué hier des manifestations, deux petits rassemblements de protestation rapidement dispersés à Saint-Pétersbourg et Moscou, avec plusieurs centaines d'arrestations, et puis surtout cette grande manifestation de soutien affiché à la politique de Vladimir Poutine dans les rues de Moscou. Plusieurs milliers de personnes qui, elles, ont défilé sous le regard bienveillant de la police. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour l'heure sur la situation en Crimée et le bras de fer international avec la Russie. Situation que nous suivons bien sûr en temps réel sur France 24 et sur notre site internet et nos applications mobiles avec le récit là aussi minute par minute des derniers événements.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 et dans Paris Direct. Il est 9h à Paris, voici les titres. La Crimée au cœur de la crise ukrainienne et semble-t-il, les mouvements de troupes russes continuent. Selon les gardes-frontières ukrainiens, des véhicules blindés se sont rassemblés du côté russe du détroit de Kerch. Des mouvements de navires ont également été constatés autour du port de Sébastopol, là où se trouve une partie de la flotte russe en mer Noire. Un premier pas diplomatique a cependant été peut-être franchi vers une entente entre la Russie et l'Union européenne. Vladimir Poutine serait prêt à entamer un dialogue politique sur l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Allemagne. Les ministres des Affaires étrangères européens vont se réunir en urgence aujourd'hui. Les États-Unis sont plus fermes. Le pays menace la Russie de perdre son... La Crimée est donc au cœur de la crise ukrainienne et semble-t-il, les mouvements de troupes russes continuent. Selon plusieurs gardes-frontières ukrainiens, des véhicules blindés se sont rassemblés, vous le voyez, du côté russe du détroit de Kerch. Comme vous pouvez le constater, des mouvements de navires ont également été constatés autour du port de Sébastopol, là où se trouve une partie de la flotte russe en mer Noire. Et toujours, selon ces gardes-frontières, les forces russes auraient également stoppé les communications téléphoniques dans certaines régions. Sur le terrain, la situation reste donc tendue. En Crimée, cette région autonome pro-russe, les bases militaires, les aéroports ou encore les bâtiments officiels sont actuellement bloqués par des milliers d'hommes en armes identifiés comme des soldats russes. Les précisions de notre envoyé spécial à Pérévlan, Johan Baudin. Je me trouve donc sur la base de Perivelnaya, c'est une base ukrainienne qui est encerclée par des soldats sans insigne, mais qui nous ont dit être russes et qui nous ont dit être là pour défendre les citoyens russes de Crimée. Alors je ne sais pas si vous le voyez à côté de moi, eh bien il y a des miliciens pro-russes qui sont également sur place. Ils sont là pour soutenir cette action de ces soldats qui sont sous la tutelle des autorités locales, qui sont sous la tutelle de Moscou. Ces miliciens clament leur attachement à la Russie, voire le rattachement de cette région autonome de Crimée à la Russie. Alors la situation sur place dans cette base de Perivelnaya, eh bien on peut dire que le face-à-face qu'il y a eu lieu depuis 24 heures entre soldats ukrainiens et soldats russes se poursuit, mais c'est un face-à-face qui n'est pas vraiment belliqueux, puisque nous avons vu à plusieurs reprises des soldats ukrainiens sortir de cette base, des soldats ukrainiens sans armes. Ils nous disent tout est normal, tout comme ces soldats russes qui sont derrière nous. Ils nous disent tout est normal, tout est calme. Les soldats ukrainiens nous ont également dit qu'il y avait encore un certain nombre de soldats ukrainiens à l'intérieur de cette base. Les Russes vont-ils devoir prendre d'assaut cette base ukrainienne? Rien n'est moins sûr. Et pour en parler, nous rejoignons Mathieu Bouleg. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe et spécialiste des questions sécuritaires et géostratégiques de la Russie. Alors pourquoi Vladimir Poutine a-t-il avancé ainsi ses pions en Crimée? Alors, déjà, l'idée de territoire est très importante. La Crimée, pourquoi la Crimée? C'est pas tant la Crimée qui est importante, c'est la volonté de la Russie de ne pas perdre pied dans son étranger proche. C'est un petit peu ce que l'on pourrait appeler un scénario Abkhaz, comme il s'est passé à l'été 2008 avec la Géorgie, où Moscou va refuser de perdre son influence et son influence stratégique dans son étranger proche. Donc par tous les moyens, elle va tenter de discréditer le nouveau gouvernement au pouvoir maintenant à Kiev, qu'elle ne reconnaît pas et qu'elle veut mettre à mal. Est-ce que Vladimir Poutine a intérêt à entamer un dialogue politique avec l'Europe? De toute façon, la crise va se solder par des négociations politiques. On ne va pas aller vers un conflit et encore moins vers des déclarations de guerre bilatérales entre plusieurs États. L'Ukraine a certes mis ses troupes en état d'alerte, mais il y a forte chance qu'il n'y ait pas de conflit ouvert entre l'Ukraine et la Russie. Cela entraînerait une solidarité OTAN, une solidarité européenne, donc vers un conflit qui serait de toute manière délétère pour les parties, toutes les parties. Donc une solution diplomatique est forcément la meilleure chose. Par contre, M. Poutine et la Russie vont pousser un maximum cette rhétorique infraforce, cette rhétorique belliqueuse, pour arriver dans la meilleure position possible sur la table de négociation. Alors,
on l'a vu, semble-t-il, depuis ce matin, des mouvements de troupes russes continuent. Selon les gardes frontières ukrainiens, des véhicules blindés se sont rassemblés du côté russe du détroit de Kerch. Il y a aussi des mouvements du côté de la mer Noire et de Sébastopol. Pourquoi continue-t-il quand même, Vladimir Poutine ? Alors c'est une démonstration de puissance. Comme en Géorgie, en 2008, la Russie a attendu qu'il y ait un premier coup de canon tiré vers le territoire russe. Dans ce scénario ukrainien, qui risque de devenir un précédent en termes de géopolitique, la Russie intervient de manière proactive. Donc encore une fois, elle place ses pions pour montrer qu'elle ne va pas se laisser faire, qu'elle n'a pas du tout l'intention de laisser partir l'Ukraine en dehors de ses aspirations géostratégiques, et donc qu'elle avance, entre guillemets, dans son arsenal militaire pour arriver dans la meilleure situation possible au moment où on passera à la phase diplomatique qui est en train de s'amorcer. Merci beaucoup Mathieu Bouleg d'avoir été avec nous. Et justement, nous parlons de ce côté diplomatique. Les Occidentaux ont multiplié les manœuvres ce week-end. La Russie contrôle, on l'a dit plusieurs fois désormais, la totalité de la Crimée. Selon Washington, Vladimir Poutine semble plus déterminé que jamais. Mais suite à une longue conversation téléphonique avec Angela Merkel, eh bien, le président russe aurait accepté l'ouverture d'un dialogue politique. Axel Simon. Washington opte officiellement pour la ligne dure. Interrogé sur la chaîne NBC, le secrétaire d'État américain ne mâche pas ses mots. Poutine va perdre sur la scène internationale, la Russie va perdre, le peuple russe va perdre. Poutine pourra même ne plus faire partie du G8 si cela continue. La Russie peut se retrouver avec des gels d'avoirs sur ses activités commerciales. Le prix à payer est énorme, les États-Unis restent soudés, la Russie est isolée, elle n'est pas en position de force. John Kerry a annoncé qu'il se rendra dès mardi dans la capitale ukrainienne. Difficile de savoir si toutes ces menaces américaines seront suivies des faits. Pour l'heure, les dirigeants du G7 se sont ralliés à cette ligne, annonçant qu'ils suspendaient les préparatifs en vue du sommet du G8 de l'été prochain à Sotchi. Côté européen, les ministres des Affaires étrangères se réunissent ce lundi à Bruxelles pour une deuxième réunion d'urgence en 10 jours. Mais problème, les 28 sont divisés et les chances de parvenir à une décision commune sont minces. Du coup, les initiatives sont aussi nationales. Angela Merkel a proposé la création d'une mission d'enquête et d'un groupe de contact pour entamer un dialogue politique, une proposition acceptée par Vladimir Poutine. De son côté, l'OTAN réunie d'urgence a condamné fortement l'escalade militaire. L'Alliance Atlantique a appelé au déploiement d'observateurs internationaux et laisse la porte ouverte au dialogue avec Moscou. Nous demandons à la Russie d'honorer l'ensemble de ses obligations internationales, de retirer ses forces sur ses bases et de se garder de toute ingérence ailleurs en Ukraine. L'OTAN reste donc encore sur le terrain politique. Plusieurs de ses pays membres réclament la réunion prochaine du Conseil OTAN-Russie. Et je vous propose maintenant de nous intéresser à l'aspect économique de cette crise. Bonjour Georges Lédric, vous nous avez rejoint. Bonjour Pauline. Alors d'un point de vue économique, la Russie joue gros. Un signe, la bourse de Moscou a dégringolé ce matin. Oui, elle perd près de 9%. Le premier message, c'est que les investisseurs ne peuvent plus ignorer la crise ukrainienne. Gazprom et Sberbank sont les entreprises les plus touchées. Elles perdent environ 9% elles aussi. On sait qu'elles sont très exposées à l'Ukraine. Le deuxième message, c'est que de plus en plus d'investisseurs souhaitent sortir leur argent du pays. La baisse pourrait aussi toucher de nombreuses entreprises russes qui sont cotées sur les places européennes, notamment à Londres. Un exemple, Lenta, la première chaîne d'hypermarchés russe qui s'est introduite en bourse la semaine dernière, a eu beaucoup de mal à vendre ses actions et son cours a fortement chuté ces derniers temps. De manière très concrète, cela veut dire qu'il sera de plus en plus difficile pour les entreprises russes de lever de l'argent et de pouvoir utiliser cette somme pour se moderniser leur économie. Alors une confrontation entre les Russes d'un côté et les Américains et les Européens de l'autre pourrait avoir des conséquences économiques pour les deux camps. Alors le premier point, c'est que l'Europe
l'Europe et les États-Unis ne sont pas du tout logés à la même enseigne sur ce point-là. Il est beaucoup plus facile pour les États-Unis de prendre des mesures coercitives puisque la Russie n'est pas un allié commercial stratégique. C'est en revanche très différent pour l'Europe puisque la Russie est puisqu'elle est le premier partenaire commercial de la Russie. Le principal point de contact, ce sont bien évidemment ces fameuses exportations de gaz naturel. L'Europe consomme 40% du gaz russe et le gaz russe couvre à peu près un quart des besoins européens. Si le conflit s'aggravait et que le robinet du gaz venait à se fermer, les conséquences, en revanche, ne seraient pas immédiates puisque les fournisseurs de gaz européens ont déjà prévenu qu'ils avaient des réserves de quoi tenir environ 4 ou 5 mois. En revanche, ce qui est très probable, c'est que même pour la Russie, arrêter de manière très durable les livraisons, ça aurait un coût très important. Alors si ni la Russie ni l'Europe n'ont intérêt à se lancer dans une guerre économique, c'est l'Ukraine qui pourrait décider de ne pas honorer ses créances. Et c'est le risque numéro 1 aujourd'hui pour la Russie, car les entreprises russes détiennent près de 21 milliards d'euros de créances chez leurs voisins ukrainiens. 3 banques sont particulièrement exposées. Il y a la Vneshekonombank qui a investi près de 30% de son capital en Ukraine. Il y a Gazprombank avec 15% et VTB avec 11% de son capital investi à travers différentes filiales. Ces investissements sont aujourd'hui beaucoup plus risqués qu'il y a quelques années. Avec la crise, de nombreuses entreprises ukrainiennes pourraient mettre la clé sous la porte et ne pas rembourser leurs prêts. Côté russe, on assure que ces investissements représentent une goutte d'eau dans le bilan des banques, que ces pertes pourraient être très facilement absorbées par les différentes banques. C'est peut-être vrai, mais les marchés financiers n'aiment pas du tout l'incertitude et ces banques pourraient se retrouver en difficulté pour lever de l'argent elles aussi sur les marchés financiers. Des sanctions commerciales ou un défaut ukrainien interviendrait au mauvais moment car l'économie russe est en train de ralentir. Oui, le pays a enregistré un taux de croissance d'1,4%. C'est trop peu pour un pays encore classé parmi les pays émergents. On sait d'ailleurs que le taux de croissance l'année dernière, l'année précédente était de 3%, donc vraiment une nette diminution. L'autre problème, c'est que la monnaie russe, le rouble, s'est fortement dépréciée face au dollar cette année. Elle a perdu 16% et continue à chuter encore ce matin. D'ailleurs, la Banque centrale russe vient d'annoncer ce matin qu'elle augmentait son taux d'intérêt de 5,5 à 7%. L'objectif, c'est de stopper l'inflation qui va manger un petit peu plus le pouvoir d'achat des classes moyennes. Le risque, bien évidemment, c'est qu'en faisant payer 7% d'intérêt aux banques qui veulent emprunter auprès de la Banque centrale, forcément, c'est très très cher. Et donc, on risque de casser la reprise, de casser encore un petit peu plus l'économie. Merci beaucoup Georges et on l'aura compris, la situation économique de l'Ukraine est inquiétante. Et les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent en urgence ce lundi à Bruxelles. Une deuxième réunion de crise en 2 semaines. Katialine Landaburu, bonjour, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Alors qu'est-ce qui pourrait être décidé lors de cette réunion ? Écoutez, tout d'abord, les 28 vont devoir définir une position commune, une stratégie européenne pour le long terme, mais aussi sur le moyen terme et sur le plus long terme. Alors si, à ce stade, tous les États membres ont évidemment unanimement condamné la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, l'Union européenne ne semble pas avoir pour le moment les moyens ni la volonté politique de se confronter frontalement à la Russie. C'est donc aujourd'hui le dialogue politique qui devrait être préconisé. Les 28 devraient donc appuyer les efforts réalisé par Angela Merkel, qui a réussi hier soir à obtenir l'accord verbal de Vladimir Poutine pour qu'un groupe de contact soit enfin créé qui vise à lancer le dialogue politique sur l'Ukraine. Alors plus concrètement, il devrait également évoquer l'assistance financière de l'Europe pour l'Ukraine. Et puis il est également possible que des sanctions soient enfin mises à exécution. Rappelons qu'il y a 2 semaines, les 28 s'étaient mis d'accord sur le principe de ces sanctions, mais elles n'avaient pas encore été appliquées puisque les 28 attendaient l'évolution des événements. Katialine, la lenteur de la réaction européenne n'est-elle pas aussi à l'origine de la dégradation de la situation en Ukraine ?
Oui, bien sûr, les 28 ont beaucoup tardé à réagir, étant eux-mêmes, et encore une fois, divisés sur les mesures à prendre pour faire face à la crise. Alors, il aura fallu attendre le 20 février et de nombreux morts dans le rang des manifestants en Ukraine pour que les 28 brandissent enfin la menace de sanctions, pour qu'une délégation de ministres soit envoyée sur place à Kiev, des ministres français, polonais, allemands, pour venir renforcer les efforts de médiation entamés par la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton. Alors le problème, je dirais, c'est qu'aujourd'hui en Europe, tout le monde est aussi unanime pour dire que l'ancrage de l'Ukraine est bien en Europe, mais les 28 n'ont offert aucune perspective réelle d'adhésion à l'Ukraine. Ils sont eux-mêmes divisés sur la question. Même chose pour l'assistance financière. Les 600 millions d'euros qui ont été offerts il y a quelques semaines à l'Ukraine ne faisaient pas le figure face aux 15 milliards de dollars offerts par Vladimir Poutine. Merci beaucoup Katia Line, vous étiez en direct de Bruxelles et vous allez bien sûr suivre cette réunion. C'est l'heure maintenant de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on va revenir bien sûr sur la situation en Ukraine et le bras de fer entre l'Occident et la Russie, où Poutine poursuit son intervention militaire en Crimée. Les Occidentaux n'en croient pas leurs yeux. Poutine vient d'envahir l'Ukraine. Le site américain Politico évoque sans détour ce matin l'intervention russe en Crimée, et il fustige aussi l'attitude des Occidentaux qui semblent découvrir avec stupéfaction que non, les nouveaux propriétaires de la Russie n'ont aucun respect à leur égard. L'élite russe, qui possède de luxueux domaines, des appartements à Londres et sur la Côte d'Azur, dont les enfants fréquentent les meilleurs établissements suisses et britanniques, dont l'argent a été soigneusement mis à l'abri dans des banques autrichiennes et dans des paradis fiscaux du Royaume-Uni. L'élite russe, donc, qui a pu mesurer l'obséquiosité des aristocrates et des grands patrons européens à son égard dès qu'il s'agit de ces milliards, n'ignorerait rien de l'hypocrisie des Européens et derrière laquelle il verrait le signe de la faiblesse américaine. Je cite: les Occidentaux ont beau agiter la menace de mesures de rétorsion économique, la Russie n'y croit pas. Ils brandissent la menace d'annuler le G8, mais qu'est-ce que cela peut bien faire, écrit Politico. L'intervention en Crimée, que le site américain rebaptise pour l'occasion le Club Med de la Russie, offrirait au patron du Kremlin et à bon compte une image de héros national. Poutine qui aurait envahi la Crimée pour cette raison simple, parce qu'il n'a rien à perdre. Fin de citation. Et s'il semble parier sur l'impuissance occidentale, le président russe prend toutefois le risque d'embraser l'Ukraine. Et l'intervention dans cette poudrière qu'est la Crimée démultiplie le risque d'une guerre civile. C'est ce que rappelle The International New York Times en évoquant l'existence dans cette région de fortes minorités ukrainiennes et tatares profondément anti-russes. Le risque de guerre civile que l'Occident aurait lui aussi balayé d'une certaine façon. Et d'après The Independent, qui évoque la trahison de la promesse qui a été faite à la Russie dans les années 90 de ne pas étendre l'OTAN à proximité de ses frontières, projet que la Russie conçoit comme une tentative d'encerclement et comme le prélude à une humiliation. L'Occident, ou plutôt l'Europe, qui n'aurait pas non plus apaisé le jeu avec son discours du tout ou rien, du maintenant ou jamais, en tentant de persuader l'Ukraine de signer l'accord d'association européen, la poussant donc ainsi un peu plus dans les bras d'une Russie finalement confortable. Et selon les gardes frontières ukrainiens, des véhicules blindés se sont rassemblés du côté russe du détroit de Kerch. Vous allez pouvoir le constater sur cette carte. Et des mouvements de navires ont également été vus autour du port de Sébastopol, là où se trouve une partie de la flotte russe en mer Noire. Toujours selon les gardes frontières, les forces russes ont également stoppé les communications téléphoniques dans certaines régions. La situation reste donc très tendue. Les bases militaires, les aéroports ou encore les bâtiments officiels sont depuis la fin de la semaine dernière et ce week-end bloqués par des milliers d'hommes en armes identifiés comme des soldats russes. Les précisions de notre envoyé spécial à Pérévlan, Johan Baudin.
Je me trouve donc sur la base de Perivelnaya, c'est une base ukrainienne qui est encerclée par des soldats sans insigne, mais qui nous ont dit être russes et qui nous ont dit être là pour défendre les citoyens russes de Crimée. Alors je ne sais pas si vous le voyez à côté de moi, eh bien il y a des miliciens pro-russes qui sont également sur place. Ils sont là pour soutenir cette action de ces soldats qui sont sous la tutelle des autorités locales, qui sont sous la tutelle de Moscou. Ces miliciens clament leur attachement à la Russie, voire leur rattachement de cette région autonome de Crimée à la Russie. Alors la situation sur place dans cette base de Perivelnaya, eh bien on peut dire que le face-à-face qu'il y a eu lieu depuis 24 heures entre soldats ukrainiens et soldats russes se poursuit, mais c'est un face-à-face qui n'est pas vraiment belliqueux, puisque nous avons vu à plusieurs reprises des soldats ukrainiens sortir de cette base, des soldats ukrainiens sans armes. Ils nous disent tout est normal, tout comme ces soldats russes qui sont derrière nous. Ils nous disent tout est normal, tout est calme. Les soldats ukrainiens nous ont également dit qu'il y avait encore un certain nombre de soldats ukrainiens à l'intérieur de cette base. Les Russes vont-ils devoir prendre d'assaut cette base ukrainienne? Rien n'est moins sûr. Et tout le week-end, les Occidentaux ont multiplié les manœuvres diplomatiques. La Russie contrôle désormais la totalité de la Crimée, selon Washington, où Vladimir Poutine semble plus déterminé que jamais. Mais suite à une longue conversation téléphonique avec Angela Merkel, le président russe aurait accepté l'ouverture d'un dialogue politique. Axel Simon. Washington opte officiellement pour la ligne dure. Interrogé sur la chaîne NBC, le secrétaire d'État américain ne mâche pas ses mots. Poutine va perdre sur la scène internationale, la Russie va perdre, le peuple russe va perdre. Poutine pourra même ne plus faire partie du G8 si cela continue. La Russie peut se retrouver avec des gels d'avoirs sur ses activités commerciales. Le prix à payer est énorme, les États-Unis restent soudés, la Russie est isolée, elle n'est pas en position de force. John Kerry a annoncé qu'il se rendra dès mardi dans la capitale ukrainienne. Difficile de savoir si toutes ces menaces américaines seront suivies des faits. Pour l'heure, les dirigeants du G7 se sont ralliés à cette ligne, annonçant qu'ils suspendaient les préparatifs en vue du sommet du G8 de l'été prochain à Sotchi. Côté européen, les ministres des Affaires étrangères se réunissent ce lundi à Bruxelles pour une deuxième réunion d'urgence en 10 jours. Mais problème, les 28 sont divisés et les chances de parvenir à une décision commune sont minces. Du coup, les initiatives sont aussi nationales. Angela Merkel a proposé la création d'une mission d'enquête et d'un groupe de contact pour entamer un dialogue politique, une proposition acceptée par Vladimir Poutine. De son côté, l'OTAN réunie d'urgence a condamné fortement l'escalade militaire. L'Alliance Atlantique a appelé au déploiement d'observateurs internationaux et laisse la porte ouverte au dialogue avec Moscou. Nous demandons à la Russie d'honorer l'ensemble de ses obligations internationales, de retirer ses forces sur ses bases et de se garder de toute ingérence ailleurs en Ukraine. L'OTAN reste donc encore sur le terrain politique. Plusieurs de ses pays membres réclament la réunion prochaine du Conseil OTAN-Russie. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Anne, Angela Merkel a été très ferme hier lors de sa conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Oui, absolument. Angela Merkel semble désormais déterminée à user de tout son pouvoir d'influence dans la région pour résoudre la crise. Elle a eu des mots très fermes lors de sa conversation hier avec Vladimir Poutine. Elle lui a reproché d'avoir violé le droit international avec son intervention en Crimée, mais par souci d'apaisement. Elle a également proposé la création de ce groupe de contact pour entamer un dialogue politique, un groupe de contact qui pourrait être placé sous la direction de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et dont le président Poutine a effectivement accepté le principe. Alors on le voit une fois de plus, l'Allemagne est à la manœuvre, elle s'est placée depuis quelques semaines au cœur du jeu diplomatique sur ce dossier ukrainien, elle entend bien le rester. Il faut savoir que Berlin compte parmi les capitales européennes qui entretiennent des relations étroites avec Moscou pour des raisons géographiques mais aussi et surtout historiques. Les liens économiques sont importants, autant de raisons qui ont
ont poussé donc Berlin à passer à l'action. Berlin qui illustre là également sa volonté de jouer désormais un rôle plus actif sur la scène internationale. Merci beaucoup Anne, vous étiez en direct de Berlin. Et la France, de son côté, continue de privilégier elle aussi la voie diplomatique avec la Russie. Comme l'a expliqué ce matin sur RTL Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, Paris n'envisage pas pour l'instant de suspendre ses contrats militaires avec Moscou. Écoutez. Non, nous ne sommes pas là. La France... C'est paradoxal de livrer des armes à un pays qui viole les lois internationales. Oui, mais pour le moment, nous en sommes à essayer de stopper le mouvement russe en Ukraine et d'autre part à maintenir le dialogue, ou plutôt à l'établir. Mais vous avez vu que la France a été l'un des premiers pays à dire, en ce qui concerne le G8, qui lui aussi doit fonctionner selon les lois internationales, nous suspendons notre participation. Je pense que les autres pays du G7 vont faire la même chose. Vous avez l'espoir de stopper cette escalade militaire, Laurent Fabius, ce matin ?